Alors pensez-vous toujours que les réseaux sociaux sont un phénomène de mode? Cette vidéo montre au moins une chose, c'est l'ampleur du phénomène. Les chiffres qui y sont présentés nous donnent parfois le tournis. Mais finalement, c'est quoi un réseau social? Alors je vous propose d'écouter au démarrage de cette présentation Jérôme Commandeur vous parler d'un réseau social bien connu, Facebook. En tout cas, si vous voulez qu'on maintienne le fil et tout, on peut peut-être communiquer via Facebook. Non, je dis ça parce que moi, en fait, je connaissais pas. Et des copains, ils me faisaient chier. Ils me disaient, ouais, GG, quand est-ce que tu t'inscris sur Facebook? Alors, moi, je disais, c'est combien ça encore? Ah, c'est gratuit, vas-y. Et donc, du coup, c'est un site de réseau social, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, où tu peux voir tes amis, leurs occupations, leurs photos et tout. Alors, pour ça, il faut être inscrit. Et surtout, il faut se demander en ami. Ça, c'est hyper important. Et du coup, ce qui est rigolo, d'ailleurs, vous pouvez me demander en ami, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est rigolo, c'est que des fois, tu as des demandes d'amis de gens que tu connais pas forcément dans la vraie vie. Par exemple, l'autre jour, j'ai Brigitte Pichot, tu vois, Brigitte Pichot, veux-tu être mon ami? Elle me demande. Alors, tu n'as que la photo pour juger. Alors, je regarde la photo, c'est une escalope de thon, mais un truc, tu vois. Même à Rungis, à 10 h le matin, ça part plus, un truc comme ça, tu vois. En plus, tu te dis, des photos qu'elle a, Brigitte, elle a mis la mieux. Donc, mais j'accepte quand même, tu vois, pour histoire d'avoir un peu des amis pour frimer. Mais c'est hyper intime. Facebook, tu y vas si tu joues le jeu. Faut tout dire de ta vie. Par exemple, il y a marqué statut de la relation conjugale. Alors moi, je voulais mettre à chier, mais il n'y a pas. J'ai mis ce qu'il y avait de plus proche, en couple. Et tu vois tout ce que font tes potes, puisqu'ils l'écrivent. C'est ça, c'est la mode Facebook. C'est-à-dire que tu fais un truc et tac, tu vas écrire ce que tu as fait. Tu vois. Donc ça donne, par exemple, je sais pas, 15 heures, Jean-Jacques a mangé un paquet de Pépito. Tu vois, 15h30, Jean-Jacques a plus faim. Tu vois, 16h, Jean-Jacques a envie de gerber. Tu vois, et alors, tu peux stocker des photos, alors les tiennes, et celles aussi que tu n'as jamais demandé, qui arrivent sur ton profil, parce qu'en fait, il se trouve que quand on te photographie quelque part, alors en train de faire une connerie, évidemment, c'est beaucoup plus drôle, et il suffit qu'on note ton nom pour que ça arrive directement sur ta page. C'est comme s'il y avait un cambrioleur qui déboulait chez toi le soir, tu vois, puis qui te remplissait tes tiroirs de photos bien crado de toi que tu connais pas. Évidemment, ta femme, qui s'est fait le matin, tu vois, elle ouvre le tiroir, et puis elle dit, dis donc, Jérôme, tu m'as pas dit qu'hier soir, tu étais allé chez Julien faire l'hélicoptère avec ta bite? Qu'est-ce que t'es en train de dire, la maman? Qu'il y a un gars avec ma gueule et mes fringues qui est allé chez Julien faire l'hélicoptère avec ma bite. Alors toi, tu veux retirer les photos, évidemment, mais tu peux pas. Parce que Facebook mentionne ce truc inouï. Facebook ne retire pas les photos au motif qu'elles vous sont pas flatteuses. Pardon? Donc ça veut dire qu'il y a 200 mecs, hein, dont mon boss, qui me matent, le froc baissé, le cul dans la bière, en train de rouler une pelle à un réverbère, et on la garde. Bah foutu pour foutu, tiens, donnez-moi une copie que je la mette sur mes cartes de visite. Hein. Puis tenez, voilà le mail de ma mère, elle qui se plaint toujours de ne pas avoir de mes nouvelles. Alors l'agenda de cette présentation, je vous propose qu'on commence par un peu d'histoire et que nous retracions un petit peu l'histoire d'Internet et comment on est arrivé aux réseaux sociaux. Ensuite, on balayera dans un second temps différents médias sociaux qui sont disponibles et qui sont leaders aujourd'hui sur le marché en 2011. Alors, dans réseaux sociaux, il y a le mot sociaux, finalement, qui ne fait que refléter ce qui se passe dans une société. Dans une société, on a des choses très très bien et puis des choses qui sont moins bien. Il y a des bonnes personnes et des personnes qui sont plus dangereuses dans une société. Et bien, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose et donc il est naturel de se poser la question si ces réseaux sociaux sont dangereux. Et finalement, de regarder quelles sont les bonnes règles, les bonnes pratiques qu'il faut appliquer pour les utiliser sereinement. Alors je vous propose qu'on commence par un peu d'histoire. Alors l'histoire d'Internet, ça a commencé dans les années 90 avec des pages HTML statiques relativement simples qu'on accédait avec des browsers comme Netscape à l'époque et seulement une poignée de personnes savaient développer des pages HTML. C'est ce qu'on appelait le Web 1.0. On avait connecté des machines les unes par rapport aux autres et une poignée de personnes étaient capables de partager de l'information. Puis rapidement se sont développés un certain nombre d'outils qui ont permis de rendre le web plus collaboratif. On a développé des blogs, des forums de discussion, des wikis, avec le fameux Wikipédia comme un exemple qui est particulièrement connu de collaboration pour établir des encyclopédies.
et puis les réseaux sociaux avec Facebook est apparu dans les années 2006. Alors l'ensemble des outils dont nous venons de parler ont permis d'augmenter en ratio le pourcentage de personnes qui ont contribué à partager de l'information sur Internet. Et tout cela a contribué à mettre en place finalement une intelligence collective sur Internet. C'est donc l'apparition du Web 2.0 dans les années 2006. Aujourd'hui, en 2011, on voit qu'on arrive à 2 milliards d'utilisateurs sur Internet et les nouveaux enjeux d'Internet sont autour de 3 thématiques. Le première thématique, c'est de faire en sorte qu'Internet soit accessible de partout. Alors les smartphones ont beaucoup contribué depuis 2007 et l'arrivée de l'iPhone à faire en sorte qu'on puisse accéder à Internet dans la rue. Le cloud computing permet d'avoir accès à des services et des applications qui ne sont plus hébergés sur sa machine, mais qui sont hébergés sur des serveurs et qui sont ensuite partagés sur des pages Internet. Et puis le dernier enjeu auquel on doit faire face avec Internet, c'est compte tenu de la masse d'informations qu'il faut gérer, ce qui est important finalement maintenant, c'est d'avoir la possibilité de retrouver l'information efficacement. Alors Google est déjà très fort, bien entendu, sur Internet, mais les enjeux de Google vont être de savoir gérer cette croissance et de gérer cette explosion des données qui sont stockées sur l'ensemble des serveurs du monde entier. Alors, pour résumer cette évolution, le Web 1.0, on peut l'associer à l'Internet des données. L'Internet des données étant des ordinateurs connectés entre eux. On a relié les machines entre elles. Elles pouvaient communiquer. Le Web 2.0, c'est relier les hommes entre eux. On est dans des espaces collaboratifs, on partage l'information, et le Web 3.0, c'est le web de l'Internet des objets. C'est-à-dire que l'idée, c'est de connecter l'ensemble des objets les uns avec les autres. Tous les objets font partie du web et communiquent une information. Alors, il y a des applications très concrètes sur lesquelles de nombreux constructeurs automobiles et de camions travaillent aujourd'hui pour faire en sorte de rendre les véhicules intelligents. Intelligents pour communiquer entre eux, mais intelligents pour communiquer avec la route et anticiper un certain nombre de choses. Voilà les enjeux qui sont en cours et qui donnent lieu aujourd'hui à de nombreux projets de recherche européens. Alors les médias sociaux en 2011, si on doit regarder une cartographie des médias sociaux, il y en a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'outils disponibles aujourd'hui. Et nous n'aurons pas le temps de parcourir l'ensemble de ces outils-là. Les réseaux sociaux, c'est un phénomène de société. 2/3 de la population Internet est membre d'un ou de plusieurs réseaux sociaux. Et forcément, lorsqu'on est sur ces outils-là, ça va forcément avoir un impact sur notre vie de tous les jours. Un exemple que je peux mentionner ici, c'est qu'un mariage sur 6 aujourd'hui est lié à des rencontres de personnes au travers des outils sociaux. Alors avant l'arrivée des réseaux sociaux, lorsqu'on souhaitait communiquer, c'était relativement simple, on a notre réseau d'amis proches auquel on pouvait donner une information, et si cette information était intéressante, ils pouvaient également en parler à leur réseau d'amis proches. Mais tout cela était relativement limité et pouvait faire plutôt apparence d'un monologue. Avec l'apparition des réseaux sociaux, on est venu communautaire, c'est-à-dire que l'information elle est partagée dans des communautés de personnes, donc on touche plus rapidement un certain nombre de personnes qui peuvent également redupliquer cette information et la repartager avec leur communauté de personnes. Donc on arrive à accélérer ce phénomène de communication et puis on peut également rebondir et faire enrichir l'information en question. Donc on n'est plus dans une notion de monologue mais véritablement de dialogue, ce qui fait que les personnes sont intéressées pour contribuer à partager cette information. Et puis si finalement cette information est très intéressante, on arrive à ce phénomène de buzz internet ou de marketing viral qui fait en sorte qu'une information elle est largement propagée sur internet. Il y a une théorie qui a été développée par Stanley Milgram qui montre que deux personnes finalement sont statistiquement séparées par 6 degrés. Donc par exemple, si je mets sur le point B Barack Obama et que je suis sur le point A, eh bien il me faudra simplement identifier 6 personnes qui ont tous un lien les unes avec les autres avant d'arriver, de pouvoir joindre Barack Obama. Donc ça montre à quel point le phénomène de buzz peut être important et rapide pour toucher l'intégralité de la planète. Et les politiques l'ont forcément bien compris. Aux États-Unis, lors de la précédente campagne politique, Barack Obama avait été
particulièrement actif sur les réseaux sociaux, puisqu'il est arrivé à avoir plus de 5 millions de personnes inscrites, intéressées pour suivre sa campagne. Alors ce n'est pas qu'une forme de dialogue finalement qui était utilisée, c'était aussi une façon pour Barack Obama de récupérer des fonds pour financer sa campagne politique. Alors ça va être intéressant en France de regarder comment les réseaux sociaux seront utilisés, parce que l'année prochaine, en 2012, parce qu'on a aujourd'hui sur des réseaux comme Facebook plus de 20 millions de personnes connectées. Donc forcément, je pense que les politiques vont se poser la question de savoir comment ils peuvent toucher les personnes autour de ces outils-là. Alors voici quelques outils incontournables aujourd'hui dans le domaine des réseaux sociaux. Facebook, on en a parlé, YouTube spécialisé dans la vidéo, Meetic pour les rencontres, SlideShare pour avoir accès à des présentations, Twitter pour des événements, Flickr pour les photos, et puis deux outils qui sont plus à connotation professionnelle pour gérer son réseau de relations professionnelles, Linking avec un côté plus international que Viadeo, Viadeo étant plus français. Alors commençons par Flickr. Flickr, c'est 4 milliards d'images accessibles en ligne sur Internet. C'est la plus grosse base de données accessible en ligne. Tout cela montre l'importance d'un phénomène assez récent qui consiste à vouloir partager non pas que de l'information sur la forme textuelle, mais sur la forme graphique, visuelle. Les photos sont un bon exemple. Et puis, il y a également le phénomène de la vidéo qui a été énormément développé avec YouTube. When we first started, it was just trying to share these clips with one another. We saw an opportunity to empower everyone with the ability to use video online. Hi YouTube, we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google. Hello? Charlie, that really hurt. I'm Clara, I'm 91 years old. This is the CNN YouTube debate. Yes, we can. One of the features of growing old is heightened awareness of change. Is this real life? You're a big girl now. So she said yes. I'm trying to be a professional singer. People who are taking these pictures are literally risking their lives to do what they're doing, and YouTube gives them a venue. What's the best thing about being in space? I'm going to show you one of the really fun things about being in space. Alors YouTube, un phénomène énorme, 32 heures de vidéos chargées par minute sur le site. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Et bien sûr que sur l'ensemble des vidéos qui sont chargées, il peut y avoir des vidéos très personnelles ou des choses qui n'apportent pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais il y a également de plus en plus de données intéressantes disponibles sur YouTube. Par exemple, vous souhaitez vous former pour faire de la musique ou pour apprendre telle ou telle application, vous allez sur YouTube et vous allez trouver de l'information. Si vous souhaitez par exemple acheter un nouveau produit, eh bien c'est important de regarder sur YouTube parce que vous pouvez avoir des personnes qui l'ont acheté avant vous et qui vous donnent leurs recommandations. C'est d'ailleurs aujourd'hui le deuxième moteur de recherche après Google. Ce qui prouve que les gens aujourd'hui, quand ils cherchent une information, ils vont chercher de la vidéo. Donc on comprend bien que pour une entreprise, il est important également d'être présent sur YouTube pour être certain de toucher l'ensemble des clients. Twitter, un outil probablement moins connu que Facebook, mais qui représente déjà une grosse communauté de personnes, 156 millions d'utilisateurs. Et pour comprendre ce qu'est Twitter, je vous propose de regarder cette vidéo.
12 janvier 2010, c'est la date du tremblement de terre en Haïti. Le séisme est arrivé en plein après-midi. Et la toute première information, c'est d'abord sur Twitter qu'elle s'est propagée et non pas via les médias traditionnels. Twitter, c'est un site internet qui permet d'échanger des messages courts, pas plus de 140 caractères. Ce n'est pas un blog, c'est une sorte de messagerie instantanée qui permet de communiquer à tout un réseau des informations. Twitter est né il y a 4 ans et revendique aujourd'hui près de 40 millions d'utilisateurs. Nous avons voulu en savoir un peu plus. Et chaque jour, entre 5 000 et 10 000 nouveaux comptes Twitter sont ouverts. Twitter, ça veut dire gazouiller. Et depuis sa création en 2006, Twitter a bien évolué. Sur ce réseau, l'objectif n'est pas de multiplier ses contacts ni de se faire de nouveaux amis comme sur Facebook. C'est devenu une source d'information. Mais attention, sur ce site, il est possible d'utiliser un pseudonyme. Alors la fiabilité de ce que l'on y apprend n'est pas toujours assurée. La révolution Twitter, c'est un reportage de Martin Michy, Charles Baget et Franck Delins. Pour s'inscrire sur Twitter, ce n'est pas compliqué. L'opération ne prend que quelques minutes, il suffit de se choisir un pseudonyme et un mot de passe. Un clic plus tard, le compte est créé. Twitter en anglais, ça veut dire gazouiller, d'où le symbole du site, un oiseau. Utiliser Twitter, c'est comme écrire un texto. Seule limite, la longueur maximale est de 140 caractères par message, par tweet. Une fois envoyé, ce tweet sera consultable sur Internet par absolument tout le monde. On peut également s'abonner au compte des utilisateurs que l'on juge intéressants. L'avantage est de recevoir directement tous leurs messages en temps réel. Et sur Twitter, il y a l'embarras du choix, stars du cinéma, de la chanson, hommes politiques, journaux, blogueurs ou simples citoyens. Plusieurs millions de personnes sont inscrites et on peut parler avec tout le monde. A l'inverse, n'importe qui peut également décider de s'abonner à votre compte pour peu que vous soyez intéressant. Ce qui est particulièrement intéressant avec Twitter, c'est que c'est un outil qui permet à l'information de se propager très rapidement. Prenons l'exemple de James LeBron, qui est un basketteur américain. Il s'est inscrit, créé un compte, et en l'espace de 7 heures, il a eu 150 000 personnes, ce qu'on appelle des followers sur Twitter, qui ont décidé de suivre son actualité. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour lui d'avoir ce type de résultats avec Twitter, parce que ça permet de mesurer sa notoriété et de négocier des contrats avec ses sponsors à la hausse. Quand on regarde Bill Gates, on est à peu près dans le même ratio, 8 heures pour atteindre 100 000 personnes, c'est particulièrement important. Les journalistes, eux, ils ont bien compris que Twitter était un outil formidable pour les aider dans leur métier de tous les jours. Prenons l'exemple de l'avion qui s'est crashé, enfin qui a améri dans la rivière Hudson à New York. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a eu très rapidement des images de cet avion qui ont été passées sur les médias classiques, télévision. Mais il faut savoir que la première image qui a été prise, elle a été prise par une personne qui était sur le bateau qui traversait cette rivière. Et la personne a simplement posté sur Twitter l'information. Et en l'espace de 10 minutes, cette personne a été contactée par des journalistes pour pouvoir rapporter ce qu'il est en train de voir comme événement. Et donc, les journalistes ne pouvant pas être partout, finalement, aujourd'hui, se sont structurés pour suivre l'actualité qui pouvait être disponible sur Twitter. Alors Twitter, ça se présente sous cette forme-là. Sur la colonne de gauche, vous avez les micro-messages de moins de 150 caractères. Sur la colonne de droite, vous avez les personnes que vous suivez et les personnes qui vous suivent, ainsi que votre nombre de tweets que vous avez postés. Alors, vous voyez que les messages sont relativement courts et généralement, il y a du texte qui est en surimpression, qui représente en fait des liens Internet et généralement qui vous permettent d'avoir accès à de l'information plus détaillée. Donc, généralement, Twitter permet de générer du trafic sur vos sites Internet. Alors, ce qui est important quand vous générez un compte Twitter, c'est de bien renseigner les thèmes, les sujets de discussion qui vous intéressent. Parce que c'est ce qui va permettre aux personnes qui voient votre profil de savoir s'ils veulent ou pas suivre votre actualité. Donc par exemple, de mon côté, j'ai mis des thématiques autour de l'innovation, de la recherche, de l'entreprise 2.0, et comme ça, les gens savent que je vais probablement poster des messages sur ces sujets-là. Mais Twitter, ça peut aussi avoir des utilisations inattendues. Par exemple, je cherche une soirée sur Lyon,
et cela me permet d'avoir accès à un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu dans la soirée à Lyon. Mais également, au cours de Twitter, on peut avoir accès à des informations de marques. Donc là, je rejoins par exemple la marque Nikon, qui a plusieurs comptes Twitter. Donc je vais en sélectionner un que je vais suivre. Donc je clique sur Follow, le Nikon USA. Et ça me permet de voir l'actualité de Nikon USA. Donc on voit le dynamisme également du compte. Ça permet de voir combien de personnes suivent cette actualité-là, quelle est la fréquence de mise à jour du site, et vous avez ensuite facilement accès à des informations sur la marque. Alors le deuxième outil dont je voulais vous parler, c'est l'outil qui s'appelle LinkedIn. C'est un outil professionnel. Ça vous permet de renseigner et de garder un historique de tous vos contacts professionnels que vous avez rencontrés. Plutôt que de garder des cartes de visite sur votre bureau que vous allez perdre un jour, l'idée c'est de mettre vos contacts professionnels sur LinkedIn. Vous êtes sûr de les retrouver. Alors ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est que vous pouvez aussi avoir des groupes de discussion. Là par exemple, je suis moi inscrit à des groupes de discussion sur l'innovation avec d'autres directeurs d'innovation d'entreprise. Et ça nous permet d'échanger régulièrement sur la thématique de l'innovation. Comme vous avez votre carnet d'adresses, vous recherchez par exemple une personne qui, dans une entreprise précédente dans laquelle vous avez travaillé, vous retrouvez tout de suite le carnet d'adresses des personnes que vous avez archivées sur votre site. Et puis vous retrouvez également la possibilité d'avoir un mur de discussion pour exprimer des nouvelles sur votre activité professionnelle. Ce qui est intéressant aussi avec LinkedIn, c'est que vous avez qu'à taper par exemple une fonction et une entreprise pour trouver des contacts dans cette entreprise. Et ça vous permet de rentrer en relation assez facilement, beaucoup plus facilement que d'habitude, avec vos homologues, par exemple, dans d'autres grands groupes. Un autre outil dont je voulais vous parler, c'est SlideShare, qui est un outil de réseau social de partage de présentation PowerPoint. Tapez un sujet sur lequel vous devez travailler et regardez si certaines personnes ont déjà préparé des présentations sur ce sujet. Là, je viens de taper par exemple Buzz Marketing et vous avez des présentations bien souvent de très bonne qualité qui sont postées sur cet outil. Donc ça peut être une source d'inspiration pour les présentations que vous pouvez faire. Alors j'ai gardé le plus gros pour la fin avec Facebook, l'outil le plus connu, le plus important aussi en termes de nombre d'utilisateurs. Et Mark Zuckerberg, son créateur, a voulu, en créant Facebook, permettre de retrouver des expériences similaires à celles des soirées étudiantes. C'était le leitmotiv qui a permis de construire et concevoir Facebook. Facebook, c'est d'abord une valorisation énorme, on parle ici de 65 milliards de dollars, donc une très très grosse capitalisation. Il y a 3 mois, la capitalisation était à 50 milliards, donc on voit que ça va très très vite, que les investisseurs investissent massivement dans cet outil. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça coûte 65 milliards de dollars ou pas? Il y a Marc Simoncini, le patron de Mythic, qui disait sur BFM il y a quelques semaines que pour lui, finalement, ça ne l'étonne pas qu'un outil de ce type-là puisse coter ce prix-là, ça pourrait même coter pour lui beaucoup plus. Et il donnait l'exemple suivant, il dit, quand vous vous rendez compte que cet outil finalement c'est un accélérateur qui est capable de faire soulever les foules et de les permettre de renverser certains états, finalement on peut se poser la question de la valorisation de l'outil. Mais c'est un média fantastique qui permet de communiquer et de rassembler les foules. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gouvernements de pays qui se sentent attaqués cherchent par tous les moyens à couper les ponts de communication et les accès à cet outil. Alors Facebook, en quelques chiffres, tout d'abord c'est 550 millions d'utilisateurs aujourd'hui, en 2011. C'est une base de données considérable qui n'a jamais été égalée jusqu'à présent, qui fait d'ailleurs beaucoup d'envieux. En France, ça représente 18 millions d'utilisateurs. Et en moyenne, un utilisateur passe 55 minutes par jour sur Facebook.
Donc on voit que ça devient un média incontournable sur Internet. Alors sur Facebook, on peut partager beaucoup d'informations, on peut partager des vidéos, des photos, des informations sous la forme de texte. Et si l'on comptabilise l'ensemble de ces informations-là, on est aujourd'hui à plus de 45 milliards de contenus partagés par mois. Alors qu'est-ce qui attire autant les personnes pour aller sur Facebook et comment ça fonctionne? Je vous propose de regarder un reportage qui a été diffusé à 1 heure de grande écoute. Vous allez voir comment on présente Facebook à la télévision, et puis ensuite je vous propose qu'on reprenne point par point ce qui est vrai et ce qui est faux dans les informations qu'on vous aura partagées dans ce reportage. Retour du bureau pour Olivier, 28 ans, consultant à Paris. Jusqu'à maintenant, ce jeune homme pressé vivait sans Facebook. Mais aujourd'hui, il a décidé de prendre un peu de temps pour s'inscrire. C'est un peu un phénomène de société et par curiosité, je voudrais savoir ce qui peut motiver 5 millions de Français à s'inscrire sur ce genre de site. À la maison, Olivier fait tomber la cravate, c'est parti. L'inscription sur Facebook ne demande qu'une connexion Internet. Première chose, entrer son vrai nom, pas un pseudo. Moi j'ai confiance, je vais mettre mes vraies coordonnées. Sur Facebook, Olivier sera donc visible sous sa vraie identité. Et en plus, Facebook pose des questions personnelles, voire intimes. On me demande même mes orientations sexuelles. On me dit intéressé par homme, femme. Je suppose que c'est de ça dont il s'agit. Donc là, tout le monde sait que vous êtes hétérosexuel. A priori, oui, normalement, tout le monde le sait. Je regarde en dessous opinion politique, religion. Bon, bah, je vais le mettre, hein, c'est le jeu. Olivier n'est heureusement pas obligé de répondre. Collecter ces informations, c'est illégal selon la loi française. Facebook, lui, est américain et veut tout savoir. Là, on nous demande de nous mettre à nu. Citation favorite, livres, films, émissions de télé, style de musique, intérêt, activité. Olivier remplit toutes les cases, rajoute sa photo, ça y est, il a son profil sur Facebook. Et aux surprises, on l'attend déjà. Alors là, c'est exceptionnel parce que effectivement, il y a tous les amis qui m'ont invité sur Facebook depuis peut-être 1 an ou 2 qui sont sur la page d'accueil. Le jeune homme peut maintenant partir à la recherche de ses proches et leur proposer de devenir amis. Il se crée ainsi un réseau avec lequel il est relié en permanence. Je pense qu'on peut devenir accro et on a vite fait d'y passer 1 heure, 2 heures ou 3 heures par jour si on veut. La communauté est tellement infinie, les sujets sont tellement variés que ça peut vraiment devenir très prenant si on n'y prend pas garde. Avec Facebook, Olivier sera au centre de sa communauté d'amis qui ont eux-mêmes des amis, qui ont eux-mêmes des amis. Chaque utilisateur est donc connecté à l'ensemble de l'humanité. C'est cela, la planète Facebook. Alors, on va regarder un petit peu maintenant la vérité. On dit dans ce reportage qu'il faut s'inscrire absolument avec son vrai nom. C'est une première information qui est fausse. Vous pouvez très bien vous inscrire sous le nom avec un pseudonyme. Et c'est d'ailleurs potentiellement un risque, puisque vous pouvez très bien discuter avec quelqu'un qui ne s'affiche pas sous sa vraie identité. Deuxième chose, c'est qu'on n'est pas obligé de renseigner tous les champs. L'inscription sur Facebook se passe en 3 étapes, et les informations obligatoires qui sont nécessaires pour s'inscrire sont votre nom, votre prénom, votre adresse email et votre date de naissance, parce que on vérifie votre âge avant de vous inscrire. Ensuite, on dit que l'outil propose des amis dès que vous êtes connecté. Ça, c'est vrai. C'est vrai, l'outil est particulièrement bien pensé pour mettre en relation les gens dans votre entourage. Et il y a un algorithme qui fonctionne particulièrement bien pour vous trouver les amis et vos connaissances de la vraie vie. Et on dit également que ça peut être très prenant. Vous avez vu, 55 minutes par jour en moyenne. C'est d'ailleurs un point sur lequel il faut être, pour les parents, vigilants, parce que effectivement les jeunes ont tendance à passer beaucoup de temps sur ces outils. Alors, on voit qu'au travers de tous les outils qu'on a, on peut se dire mais comment peut-on gérer tous ces outils en parallèle? On peut passer toute notre journée à gérer les réseaux sociaux.
Eh bien, il y a des nouveaux outils qui ont été développés, qui sont des agrégateurs de réseaux sociaux, et qui permettent de consolider les flux d'informations venant de ces réseaux sociaux. Donc là, je l'ai fait avec un outil qui s'appelle Sysmic, qui permet ici, sur cette page, de visualiser votre flux d'informations Facebook, LinkedIn et Twitter. Et sur une seule page, avec un seul outil, vous êtes capable de gérer l'ensemble des flux d'informations qui vous intéressent. Alors on va rentrer dans la deuxième partie de cette présentation qui sont plutôt focalisées sur est-ce que ces outils sont dangereux et que doit-on faire pour mieux les utiliser. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que Facebook recommande de ne pas créer de compte pour des enfants inférieurs à 13 ans. Et ça peut arriver que des jeunes, en changeant et en falsifiant leur date de naissance, puissent s'inscrire. Donc c'est aux parents à être assez vigilants sur l'âge des enfants qui ont un compte Facebook. Alors le premier véritable risque dont je voudrais parler, c'est celui-ci. Êtes-vous sûr de parler à un ami? On a vu qu'on pouvait s'inscrire sur Facebook avec un pseudonyme, et donc on peut très bien faire de mauvaises rencontres sur ces outils sociaux. Alors là, ils sont bien sympathiques, ces deux personnes, mais malheureusement, dans la vraie vie, il peut arriver de tomber sur des rencontres bien moins sympathiques. Cependant, je voudrais pondérer ça en disant que ce n'est pas un risque lié à Facebook, parce que ce risque est déjà présent depuis bien longtemps. Il était présent avec les messageries instantanées, comme MSN ou Skype. Mais c'est également un risque que l'on a dans la vie de tous les jours, depuis des années. Ça peut arriver de faire une mauvaise rencontre dans une rue. Le deuxième risque dont je voulais vous parler, c'est de ne pas raconter votre vie sur un profil public. Alors, un profil public, c'est un profil qui est accessible pour tout le monde. Et dans la vraie vie, vous n'allez pas forcément exposer tous les détails de votre vie publiquement. Vous allez faire attention à qui vous parlez. Et donc, c'est la même chose sur Facebook. Il s'agit de faire attention à ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut rendre public. C'est un peu comme si vous décidiez de laisser la porte de votre maison ouverte et de permettre aux gens de rentrer chez vous comme ils le souhaitent. Ce n'est pas des choses que vous avez l'habitude de faire. Donc vous avez été éduqué pour faire ça dans la vraie vie, il faut être éduqué également pour faire ça sur ces réseaux sociaux. Je vous prends un exemple. Il existe aujourd'hui des outils qui permettent de faire des recherches précises sur Facebook. Vous avez donc un moteur de recherche, un peu de type Google, vous tapez ici vacances, et les personnes qui ont un profil public et qui partent en vacances peuvent permettre à des voleurs de savoir que vous êtes absent. Et c'est un nouvel outil, un nouveau moyen que peuvent utiliser les cambrioleurs pour savoir si une maison est occupée ou pas. Un troisième point de vigilance est lié à la façon dont on doit gérer les listes d'amis. Bien souvent, on utilise Facebook sans se préoccuper des personnes qui font partie de notre communauté, et quand on communique une information, tout le monde a accès à cette information. Et cela peut amener des situations un petit peu dérangeantes quand on a des requêtes un peu particulières d'accepter ou pas telle ou telle personne dans notre liste d'amis. Imaginez deux jeunes en train de discuter dans une cour de récréation, et l'un d'eux dit à son ami « Ta mère veut être amie avec moi ». Situation embarrassante, vous pouvez l'imaginer. Combien de parents veulent être amis avec leurs enfants sur Facebook? Eh bien, Facebook est assez bien organisé parce qu'il permet de gérer des listes d'amis, et donc vous associez les personnes en fonction des listes que vous avez créées. Donc voilà un exemple d'une personne qui a créé une multitude de listes en fonction des types de personnes qu'elle a dans son entourage, sa famille, ses amis, ses relations professionnelles. Et elle a la possibilité ensuite, une fois qu'elle a créé ses listes d'amis, de pouvoir dire tel message sera lu par tel type de liste. Alors voilà comment ça fonctionne sur le compte Facebook. Vous allez en haut à droite dans Compte, gérer la liste d'amis. Et puis ensuite, vous avez un bouton qui vous permet de créer une liste d'amis. Et donc, vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez, et puis donc associer les personnes dans cette liste. Alors là, je crée une liste professionnelle pour Volvo, et puis je vais créer une deuxième liste pour la famille. Je vais ensuite définir
qui doit faire partie de quelle liste. Donc par exemple, je me choisis ici, je tape ensuite un message, et comment ça se passe? Message secret, je souhaite que ce message soit diffusé qu'à une partie restreinte, vous avez un petit cadenas, vous cliquez sur le cadenas, et ça vous permet ensuite de définir à quelle liste vous souhaitez que ce message soit communiqué, soit visible. Donc là, je vais mettre famille, enregistrer, et donc les relations professionnelles ici n'auront pas accès, n'auront pas la visibilité de ce message. Un quatrième point, qui est un point qui dérange beaucoup de personnes, c'est que vos données privées appartiennent à Facebook. C'est vrai. Alors voilà ce qu'on peut lire également sur leur site, c'est que malgré tout ce qu'on peut entendre, Facebook ne communique pas nos informations personnelles, comme le nom, le profil, etc., tout ce qu'on peut mettre sur notre compte, et qu'on a vu dans le reportage précédent, aux annonceurs. C'est vrai, cependant, les données appartiennent à Facebook. Et Facebook utilise ces données-là, notamment pour construire des outils pour faire du marketing ciblé. Ensuite, imaginez que vous souhaitez, en tant qu'entreprise, communiquer une publicité à des personnes qui font, je ne sais pas, vous faites des baskets et vous voulez cibler les personnes qui font du sport. Eh bien, Facebook pourra mettre en rapport votre publicité avec l'ensemble des personnes qui font du sport. Alors, il arrive que vous receviez sur votre mur sur Facebook un certain nombre de messages. Il y a deux types de messages possibles. Je prends par exemple cette fabuleuse information que j'ai reçue. Vous voyez, regardez, il ne s'est pas lavé les oreilles pendant 3 ans. Vous voyez un début d'oreille qui est caché par un carré blanc. Bien entendu, ça peut intéresser beaucoup de monde. Vous avez vu que 73 000 personnes ont déjà regardé ce qu'il pouvait y avoir derrière ce petit carré blanc. Vous êtes intéressé et vous voulez cliquer sur ce lien. On clique et voilà sur la page sur laquelle on arrive. Vous voyez que vous avez un bouton qui s'appelle J'aime. Qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur ce bouton? Il ne se passe rien de point de vue sécuritaire, c'est-à-dire que Facebook ne va pas communiquer aucune information quand vous allez faire ça. Le fait de cliquer sur le bouton J'aime, ça va uniquement poster sur votre mur cette publicité. C'est une façon qui a été développée sur Facebook pour faire du buzz. Mais en aucun cas, vos informations seront partagées. Par contre, vous pouvez recevoir d'autres types de messages et les autres messages que vous pouvez recevoir, là, peuvent potentiellement être problématiques. Je vous propose de regarder cette vidéo. À Lyon, une start-up s'est ainsi spécialisée dans la récupération d'infos que vous mettez sur votre profil. Essaye de lancer une appli pour voir. Tous les jours, la quinzaine de jeunes informaticiens de l'agence Créactive inventent de quoi vous amuser sur Facebook. Et du coup sur jeux vidéo aussi. Ils fabriquent des quiz mis en ligne sur le réseau social. Des tests, comme dans les magazines féminins, avec une série de questions pour deviner par exemple quelle star se cache derrière ses lunettes, savoir à quel personnage de jeu vidéo vous ressemblez, ou encore quel acteur du film Les Bronzés vous êtes. Ce genre de jeu, ça amuse tous les jours des centaines de milliers d'internautes. Des jeux gratuits, a priori bien innocents. Mais il y a quand même une contrepartie. Pour participer, il faut d'abord accepter cette demande de permission. Un clic banal, qui est pourtant lourd de conséquences. En validant, vous donnez à Créactive l'accès à tout votre profil. Et voilà comment l'agence récupère ainsi des milliers de données personnelles que vous avez laissées sur le réseau social. Alors finalement, est-ce vraiment un nouveau risque? On le voit au travers de cette vidéo, quand on a une requête sur notre mur qui apparaît, il y a un bouton sur lequel il faut cliquer, et en cliquant sur ce bouton, vous avez un message qui vous indique que vous donnez l'autorisation d'accéder à vos données personnelles. Donc vous êtes prévenu, et vous comprenez les conséquences de cliquer sur ce bouton. Maintenant, quand on fait le parallèle avec les mails, ça fait bien longtemps que nos boîtes mail sont spammées et qu'on reçoit du courrier indésirable. Et cela parce que nous avons déposé sur un site ou un autre notre adresse mail et qu'elle a été exploitée à des fins que nous ne nous attendions pas. Donc, finalement, le problème existait déjà au niveau des emails. Et puis, on peut même faire le parallèle avec notre boîte à courrier traditionnelle.
où l'on reçoit régulièrement des documents que nous n'avons jamais demandés. Enfin, le cinquième et dernier risque dont je voulais vous parler aujourd'hui est un risque lié à la dérive de l'orthographe. On constate que sur ces réseaux-là, on prend des habitudes et des légèretés par rapport à l'orthographe en utilisant un vocabulaire plus concis, plus adapté, qui permet de communiquer plus rapidement. Finalement, ce n'est pas un risque qui est lié aussi aux réseaux sociaux, puisque on a pris ces habitudes lors de l'utilisation des SMS sur téléphone portable, et puis lors de l'utilisation des messageries instantanées comme MSN ou Skype. Mais il n'empêche que le phénomène devient tellement important que des personnes s'inquiètent sur les conséquences que cela peut avoir sur l'évolution de notre orthographe. En conclusion de cette présentation, je voudrais vous faire passer 2 messages. Le premier message est lié à la jeunesse finalement de ces outils. On voit qu'ils sont apparus dans les années 2006, d'abord dans le domaine de la sphère privée, souvent sous l'aspect ludique, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour de nombreuses technologies, et puis petit à petit, ils se sont professionnalisés et on a vu apparaître un certain nombre de services se développer autour de ces outils-là. Les entreprises ont bien également compris que les réseaux sociaux étaient un moyen d'abord de communiquer avec leurs clients, et on constate que de nombreuses entreprises aujourd'hui sont présentes sur les réseaux sociaux. Les entreprises également souhaitent aujourd'hui utiliser ces outils-là en interne dans leurs organisations pour permettre aux collaborateurs de mieux travailler ensemble. On constate que les réseaux sociaux, c'est un moyen formidable de pouvoir échanger de l'information, de pouvoir partager autour de projets communs, et ça a un potentiel important pour les entreprises. Alors, tout ça pour dire finalement qu'on n'a pas fini de découvrir le potentiel de ces outils. Alors si sur le monde de l'entreprise vous êtes intéressé pour aller plus loin, je vous recommande de regarder les vidéos de Loïc Lemer, qui a réalisé plusieurs courts-métrages pour expliquer comment utiliser les réseaux sociaux dans le monde de l'entreprise. Le deuxième message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui est lié à l'ensemble des discussions que nous avons pu avoir sur les risques liés à ces outils-là. Et l'on voit que finalement, ce n'est pas forcément l'outil qui est à remettre en cause, mais c'est plutôt son usage. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à utiliser et maîtriser l'outil pour pouvoir ne pas s'exposer abusivement. Et tout ça, finalement, est un peu lié à l'éducation. Finalement, on constate que dans notre vie privée, on apprend à minimiser un certain nombre de risques. Je prends l'exemple d'un enfant qui doit éviter de faire une mauvaise rencontre dans la rue. Les parents apprennent à cet enfant à ne pas parler à n'importe qui, n'importe quand. Finalement, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Il faut aussi apprendre des règles de bonne conduite, de bonnes pratiques, pour éviter de trop s'exposer. Et c'est qu'une question d'éducation. Alors la difficulté qu'on rencontre, par contre, en termes d'éducation, c'est que les parents n'ont pas forcément le bon niveau de connaissance pour pouvoir éduquer les enfants, et les enfants se retrouvent souvent seuls à utiliser ces outils-là sans forcément se poser les questions des risques qu'ils prennent en naviguant sur ces outils. Alors j'espère que vous aurez dans cet exposé appris des bonnes pratiques qui vous permettront d'utiliser les réseaux sociaux plus sereinement, et je souhaite que vous puissiez prendre beaucoup de plaisir à les utiliser, à découvrir le potentiel qu'ils peuvent représenter.